invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous, directrice des investissements de Crédit Agricole Assurance. Bonsoir Florence. Bonsoir. Arnaud Morel nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Frédéric Rosier à nos côtés également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. On va rentrer dans les enjeux de marché pour cette fin d'année, mais c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil sur l'année écoulée. On avait commencé cette année 2024, Florence, avec comme caractéristique une année très politique, et c'est vrai que cette année-là a été inédite peut-être dans l'histoire moderne. 40% de la population mondiale a été appelée aux urnes, ce qui représente quand même 60% du PIB mondial, et à l'arrivée, 80% des gouvernements sortants ont été mis à la porte par leurs électeurs, souvent au terme d'ailleurs d'une course politique ou même d'une surenchère populiste à travers ces différentes élections. Qu'est-ce qu'on en retire quand on est investisseur de cette primauté du politique aussi peut-être qui s'installe aujourd'hui par rapport à des enjeux plus économiques ou micro-économiques? Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut s'habituer? Est-ce que c'est un new normal? Et j'en veux pour preuve les quelques événements qui ont marqué cette semaine, allant de la censure du gouvernement Michel Barnier en France, une première depuis 1962, une loi martiale ratée en Corée du Sud et une probable destitution du président sud-coréen peut-être ce week-end. Enfin, je veux dire, les marchés vont devoir s'habituer à ce genre d'environnement et la prépondérance de ce facteur politique. Force est de constater effectivement que les foyers d'incertitude sont quand même en hausse et ils sont relativement dispersés, j'ai envie de dire, c'est qu'on les trouve partout. Ouais. On les trouve la Roumanie, j'ai oublié la Roumanie. On annule l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Donc bon, évidemment il y a les foyers type Ukraine, Moyen-Orient, il y a quand même une incertitude qui est liée aux politiques économiques et la manière dont elles vont se mettre en place aux États-Unis. En Europe, il y a quand même, il faut bien le dire, une montée des populismes. Il y a des dissensions entre la Commission européenne, quid du Mercosur, qui vient d'être signé par Ursula von der Leyen. Contre l'avis d'un pays clé fondateur comme la France. Donc des foyers d'incertitude, on en a énormément. Alors, ce qui est relativement intriguant, c'est la résilience, effectivement, des différents marchés. Alors évidemment, le CAC est peut-être un peu le contre-exemple, puisque c'est le marché européen qui a subi la prime de risque la plus importante. Mais bon, les marchés actions européens ont quand même peu ou prou bien tenu et progressé cette année. Les États-Unis, évidemment, j'en parle pas, on est sur des rendements et des valos qui sont stratosphériques. Donc, est-ce que les investisseurs s'habituent? Probablement oui, ils n'ont pas tellement le choix, ils ont du capital à déployer. Je pense que ce qu'ils regardent, évidemment, au-delà des incertitudes politiques, c'est la rentabilité des entreprises, les profits qui sont générés, qui restent quand même correctement orienté. Et donc c'est vrai que dans un environnement qui est très incertain, c'est très difficile de faire évidemment des paris sur le politique, puisqu'on est un peu dans l'incertitude radicale au sens keynésien. En revanche, continuer à faire son travail d'analyste, je pense que ici il y a des gens qui le font très bien, son travail d'analyste sur les entreprises, sur les valos, sur les perspectives de profit, c'est peut-être à ça qu'il faut se raccrocher en partie. Mais cette incertitude politique, si elle devient structurelle, cette volatilité politique, elle mérite quand même, sur des marchés clés, une prime supplémentaire qu'on voit pas forcément encore aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'on la voit quand même sur les actifs européens. Ouais. Il n'y a pas tellement de doute. Ouais. On la voit sur les actifs français, ça c'est extrêmement clair. Donc oui, il y a une prime qui est intégrée. Et probablement que, alors, notamment quand on est investisseur de long terme, c'est quand même typiquement le genre de questions qu'il faut qu'on se pose. Sûr. Après, jouer un scénario catastrophe, c'est toujours très difficile. Mais en revanche, réfléchir à ses allocations géographiques, réfléchir à ses stratégies de couverture, ça, évidemment, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Pour des allocations stratégiques qui ont des durées de vie ou des horizons de temps de plusieurs années, c'est ça, oui, alors nous, on est sur des horizons de temps de 10-15 ans. Oui, c'est ça. On est vraiment sur le long terme. Ouais. Frédéric, c'était mon petit bilan de l'année 2024. Non, mais parce que comme c'était une année très politique, je me dis, autant en faire un bilan politique. Voilà, on fera le bilan des marchés. Mais Oui, il y a eu plein de problèmes. C'est vrai que sur les primes de risque, il y a des pays, par exemple, on n'a pas gommé ces primes de risque. La Chine, typiquement, il y a toujours une prime de risque sur la Chine, d'incertitude un peu plus, on va dire, légale et de relance. Donc,
je suis forcé de constater quand même que on s'habitue. Et moi, je prends toujours cet exemple sur le marché français. À chaque fois qu'on a un événement, mais qui est issu du premier, c'est-à-dire la dissolution, l'événement qui suit entraîne une baisse à peu près de moitié de la précédente. Bien sûr. Jusqu'au phénomène où ça n'a plus d'incidence. Et donc, en quelques mois, on arrive finalement à intégrer. Pourquoi ? Parce que quand un événement intervient, systématiquement, les actifs risqués price le risque maximum. Ouais. Et donc, on joue la fin de l'histoire et souvent la fin de la pire histoire. De la pire histoire. Et ça, c'est tout le temps, dans tous les phénomènes. On l'a eu avec le Covid, on a eu plein de choses comme ça ces derniers temps qui prouvent que le premier mouvement, généralement, on va mettre de côté quand même ce qui s'est passé en 2000. Le premier mouvement est généralement un mouvement qui anticipe le pire. Ouais. Puis après, on revient un petit peu à la raison. On arrive à faire cette forme de séparation des actifs. Et je pense que si on doit faire une synthèse quand même de l'année, c'est que les performances, elles ne sont pas linéaires. Et l'hyperconcentration des performances, on le rappelle, ces chiffres sur le MSCI World, 70% des États-Unis, concentration d'une capitalisation boursière sur quelques valeurs finalement, et aussi celles qui captent le plus des profits. Donc, attention, quand on parle de marché, je pense qu'il faut parler des marchés. Ouais. Il y a des marchés. Il y a un marché effectivement extrêmement profitable. En France, on a le CAC était leader jusqu'en mars. Hein. Oui, mais avec des valeurs qui sont à 45% depuis le début de l'année et d'autres qui sont à moins 45%. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir honnêtement d'un marché où on a une telle dispersion de performance. Et même intrasectoriel, je pense notamment à des secteurs comme l'automobile. Ouais. Renault doit être à peu près à plus 15 et Stellantis, je pense qu'elle doit être à moins 20 ou moins 30, j'ai plus d'idée. Mais quand elle était à plus 40, il y a encore 6 mois. Enfin, non, mais c'est ce jeu, la violence des revirements et de la manière dont le marché intègre les nouvelles, entre guillemets, voilà. C'est spectaculaire. Et on s'aperçoit que le marché est de plus en plus relatif. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se comparer à quelque chose d'autre. Stellantis Renault, l'histoire, c'est plutôt la convergence de la rentabilité opérationnelle. C'est ça l'histoire, puisque finalement, en termes d'efficience, elles vont tendre à peu près sur la même chose. Mais c'est la relativité. Et ça, c'est partout, sur quelle que soit la classe d'actifs, quelle que soit la zone géographique. J'avais noté Adidas, Nike, Nvidia, AMD. Dans chaque secteur, on trouve des grands gagnants. C'est Unilever, Nestlé. On trouve un grand gagnant et un comparable qui, lui, est aux antipodes. Et ça montre aussi que le marché intègre ce risque-là parce qu'il y a une prime comme jamais sur le leader et une défiance sur ceux qui sont après. Alors, il y a peut-être des mouvements qui sont en train de s'opérer, un peu plus de convergence, mais là, la réalité, c'est que jamais on a eu une telle divergence intrasectorielle. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, l'idée que le facteur politique devient aussi un driver à prendre en compte désormais pour les investisseurs et potentiellement un driver de long terme, parce qu'il y a des politiques qui parfois installe des doctrines pour plusieurs années. On commence à être rodé, on va dire, depuis la crise des dettes souveraines de 2011. On voit que c'était très bien décrit par Frédéric. Des mouvements importants, des écarts types importants. On price le moment le plus négatif sur la performance. Après, voilà, on s'y habitue, on l'avait bien en tête, ça n'a pas déjoué, c'était vraiment ce qui y a été joué sur l'année. Après, quand on regarde, est-ce qu'il y a réellement une vraie surprise sur les performances de l'année ? Les bénéfices par action, on parlait de Nvidia qui fait 22% du S&P, mais c'est 250% d'augmentation des BPA. Schneider, c'est cette année 80% d'augmentation des BPA. Je reprends Stellantis. C'est la meilleure perte du CAC, Schneider, c'est ça ? Ouais. Donc voilà, la disparité, c'est un marché qui est drivé par les bénéfices par action. On prend toujours le relatif du CAC 40 face à l'Eurostock 50. Clairement, il y a eu un impact de la dissolution de l'Assemblée nationale en mois de juin, mais pas que. Vous avez eu aussi les acteurs du luxe qui ont publié sur le mois de juillet, et on le voit clairement, on fait un relatif BPA. Le CAC était en avant jusque-là, il faisait plus 4 en révision de BPA jusqu'au mois de juin. Publication, dissolution, et à ce moment-là, vous avez un gros driver négatif pour le CAC 40. Donc oui, il y a un risque politique, mais pour moi et pour nous en tout cas, ce n'est pas le driver principal du marché. On est dans un marché qui regarde bien les tendances, les croissances bénéficiaires, les publications, les niveaux de valorisation, et les tendances à moyen et long terme sont bien établies sur les marchés aujourd'hui. Clairement, après, on a des niveaux de valorisation qui sont très élevés aux États-Unis. On pourra revenir dessus sur le sujet. Mais là, il y a un thème quand même majeur qui est présent aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le risque politique est géré. C'est des coûts importants sur les marchés. À en profiter ou pas en profiter. Mais aujourd'hui, c'est les BPA qui drivent le marché. Très intéressant. Nvidia n'est pas tellement plus cher en cette fin d'année qu'en début de l'année 2024, c'est ça ? Cette fois, les bénéfices, on commence l'année à 42 et on est à 7 fois en EV/Sales et on commence l'année à 8 fois en EV/Sales. C'est moins cher qu'en début d'année. Voilà, donc après, on en pense qu'on veut. Mais ils réalisent. Voilà, on avait un peu peur sur le T4. Ils nous ont rassurés. Sur les
anticipations du T4. On voit quand même aujourd'hui, ça envoie quand même pas mal aujourd'hui sur les chiffres d'affaires. Les niveaux de marge qui tapent un petit peu, on a perdu 3 points sur la marge de Nvidia, mais enfin voilà, le play est là pour les prochains mois normalement. Ah ouais, bon. Florence, sur l'Europe, là, si on se focalise, alors c'est cette idée d'un vide politique qui s'installe, il y a évidemment la France, mais il y a aussi à côté de nous l'Allemagne, avec une perspective d'élection fédérale en février prochain. Est-ce que vous avez le sentiment que le marché est déjà dans une forme de pessimisme excessif vis-à-vis de la zone euro? Vous évoquiez tout à l'heure une prime qui s'était installée sur les actifs français. Alors on le voit moins sur le DAX allemand, mais on peut regarder d'autres indices en Allemagne comme le MDAX qui montre quand même là aussi une économie allemande qui est à l'arrêt depuis plusieurs années, etc., etc. Est-ce qu'il est temps de se dire que cette prime de risque peut redevenir intéressante pour des investisseurs de long terme comme vous, ou est-ce qu'on peut rester encore prudent à ce stade? Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui a été mentionné tout à l'heure, c'est qu'on se compare toujours à quelqu'un. Et donc les États-Unis, voilà, on les compare évidemment tous à la zone euro. Et si je fais un petit panorama macro, tout simplement, j'ai regardé un peu les évolutions des anticipations de croissance du PIB, on reste vraiment très macro. Cet été, on était, de mémoire, pour les États-Unis à 1,7, on est passé à 2,1 aujourd'hui. En Europe, on était à 1,4, on est passé à 1,2. Donc en gros, en quelques mois, on était quasiment au même niveau. Ouais. Aujourd'hui, on a quasiment 1% d'écart de croissance anticipé pour 2025. Donc il y a quand même un effet ciseau qui est extrêmement négatif pour l'Europe. Les surprises positives, les surprises économiques, elles sont positives aux États-Unis, elles sont négatives en Europe. Quand on regarde la confiance des ménages, on n'est pas du tout sur les mêmes tendances. Quand on regarde le marché du travail, on le mentionnait tout à l'heure, les États-Unis, ils sont quand même au plein emploi, on a des créations d'emplois qui sont extrêmement dynamiques. En Europe, on commence quand même à constater une forme d'infléchissement. Je ne parle pas des indicateurs qui sont liés au cycle économique type confiance des entreprises. Enfin voilà, donc il y a vraiment un effet miroir qui est extrêmement... Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Et donc la bonne question, c'est de dire, est-ce qu'il y a une prime de risque qui est si négative que ça sur les actifs européens, ou est-ce que ce n'est pas juste le reflet de la réalité économique? Et malheureusement, moi j'ai quand même l'impression qu'on est quand même en grande partie dans le reflet d'une réalité économique, parce que quand on regarde les valorisations sur les indices, je ne suis pas au niveau des titres, mais en tout cas sur les indices européens, il n'y a pas de discount massif, non. On n'est pas loin des... À 15 fois, quoi, c'est ça un peu moins. Sur la France, alors voilà, hormis la France, où là, il y a vraiment eu la prime dissolution politique. Mais sur l'Europe... C'est notre moyenne, quoi. On est sur la moyenne. Donc, après, évidemment, en relatif, bien sûr, l'Europe est beaucoup moins chère que les États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis, il y a une croissance économique, il y a des résultats qui sont à côté des entreprises. Et donc, la question, est-ce que ça peut continuer? Est-ce que ça va se refermer l'année prochaine? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. C'est possible que ça se referme en partie, parce que peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles côté Allemagne avec le frein sur l'endettement. Mais si les marchés européens reviennent, moi, je pense que ça sera quand même en grande partie du fait de drive extérieur. Donc, on a mentionné la Chine. Il y aura peut-être un peu moins d'incertitude une fois qu'on saura ce que Donald Trump veut faire au niveau de sa politique commerciale. Il y a le seul effet domestique qui est vraiment valable, c'est potentiellement l'Allemagne qui fait quelque chose au niveau de sa dépense publique. Mais sinon... je comprends. Cet exceptionnalisme américain, là, il va être poussé encore un peu plus par un Donald Trump à partir du 20 janvier. Comment vous voyez, ça plaide pour continuer d'être investi au maximum de ce qu'on peut sur les actions américaines. Est-ce qu'il y a quand même aussi une logique de valorisation qui peut jouer à un moment? 2 années à plus 20 pour les indices US. Alors évidemment, la surprise macro de cette année aura été encore une croissance américaine qui va peut-être finir à plus de 2 cette année, 2,5, voire peut-être encore un peu plus. J'ai tendance à dire on achète la candidature de Trump et la victoire de Trump et on voit l'investiture. Il y a un effet mécanique qui s'opérait. On parlait de relatif. Quand on baisse l'IS de 6 points, donc l'impôt sur les sociétés de 6 points, c'est un effet relatif incroyable sur les entreprises moyennes, c'est-à-dire celles qui ont leur business aux États-Unis. On va dire en gros sur une industrielle, c'est pas loin de 4 points qu'on récupère. Alors que nous, on est plutôt dans une logique de savoir si on doit augmenter les impôts, on verra plus tard. Donc c'est sûr, entre la croissance, un différentiel de croissance qui est d'un point, puis derrière un effet d'imposition qui est bon an mal an sur la trajectoire sera peut-être de 10 points d'écart.
ça fait quand même mal. Donc, le marché est en train de s'apprécier. On a vu un rebond assez significatif du Russell 2000 qui avait strictement rien fait et qui s'est accéléré un peu aussi avec cette partie-là. Nous, ce qu'on a joué, c'est le S&P 400, c'est-à-dire tout ce qui se retrouve un petit peu, le mid-market, qui va bénéficier de ces effets d'imposition. Parce que c'est clair que ce n'est pas les GAFA qui vont en profiter, ces taux d'imposition. Non, ils ont déjà bien optimisé on va dire, leur fiscalité. Vous avez une fiscalité, en plus c'est des bénéfices mondialisés. L'effet marginal sera... bénéfices mondialisés, donc c'est moins important. Donc là, on a un truc qui est en train de se jouer là-dessus, qui est relativement fort. Maintenant, le marché, honnêtement, quand Trump va arriver et il va commencer à avoir plusieurs pressions. Pression sur le commercial. Il a donné quelques pistes. Avec le Canada, c'est quand même... C'était pas dans les cartes. C'est assez costaud. Il y a le change qui va commencer à le... Bien sûr. Ça va être un gros problème parce que Trump, il n'a pas d'avis tranché. C'est-à-dire qu'une fois, il nous avait dit que le dollar doit être fort, puis après, il s'est aperçu que c'était un problème. Il avait attaqué les Chinois là-dessus. Les Chinois viennent finalement de gommer, ou en tout cas les Européens gomment une partie de la taxation supplémentaire par les effets de change. Donc évidemment... Il accusait l'Europe de manipuler l'euro à l'époque. L'Allemagne. C'était oui. Voilà, pour lui, l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc on va avoir le problème d'échange qui va arriver très rapidement. Donc ça va le rendre nerveux quand même. Ça va le rendre nerveux. Donc clairement, si on fait un beau parcours, je pense qu'on est... potentiellement très haussier jusqu'au 20 janvier. Je pense que c'est pas mal d'être un petit peu à l'écart. À partir de Day One. Voilà. C'est-à-dire que là, il va y aller avec la sulfateuse. Donc, il est évident qu'on va avoir... Donc, il va prendre le risque d'abîmer la performance du marché américain. Bien sûr. Alors, on se rappelle quand même de l'épisode de la guerre commerciale. Parce que les gens ont oublié qu'on a eu quand même des moins 20, moins 30, moins 40. 2018, on a un moins 20 pour finir l'année sur le S&P 500. Et des valeurs qui prennent 40% en quelques mois. Donc... Attention, alors là aussi, on s'habitue à ce genre de décision et connaît le bonhomme, donc on ne perdra pas ce montant. Mais on perdra la moitié. Voilà, dans ma théorie, on perdra à peu près la moitié de ce qu'on est capable de ce qu'on avait perdu. Donc attention, jouons la hausse au moins jusqu'au premier jour de Trump. Après... Je ne sais plus quel Fed régional a fait cette recherche, mais ils ont repris la période de guerre commerciale Trump, donc 2018-2019. Chaque fois où Trump tweetait sur des tarifs, les actions américaines avaient plutôt tendance à baisser. Les jours où Trump ne tweetait pas sur des tarifs, les actions américaines avaient plutôt tendance à s'apprécier. On va le reviser. Il y a quand même effectivement l'idée qu'il y a un truc négatif, en tout cas qui ne convient pas à tout le monde dans ces histoires de tarifs et de droits de douane. Quelques jours même avant, il va commencer à se positionner de manière un peu plus prudente, à mon avis, vers la mi-janvier. Parce que, évidemment, impossible de ne pas être sur le marché américain avec ce qu'on a décrit, un thème majeur de l'innovation, des investissements, l'IA, etc. Et en même temps, voilà, il y a le facteur Trump, l'exceptionnalisme et la valorisation un peu poussée peut-être, alors au point de rupture, on verra, mais en tout cas poussée à bloc. Comment on investit dans le marché américain aujourd'hui? Donc Frédéric nous donnait des clés, être peut-être moins concentré, aller regarder du côté du mid-market. Est-ce que c'est la bonne idée pour vous aussi, Arnaud? En fait, c'est très simple. Depuis le 5 novembre, vous avez l'ensemble des valeurs S&P 500. Elles étaient un taux au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours s'il y avait 53% de valeur. Aujourd'hui, on a 82%. Ah oui, ça s'élargit. L'élargissement, ce que soulignait Frédéric. Donc, ce qui est bien, c'est d'aller jouer les biais des small et mid caps. Clairement, c'est ce que beaucoup de gestions font. Aller jouer le S&P équipondéré. Alors, on l'a peut-être fait, quelques gérants l'ont fait peut-être un peu tôt. C'est peut-être le bon timing, clairement, avec ce taux de participation. Je rappelle qu'en 2017, avec la réforme fiscale mise en place par M. Trump, on baisse le taux d'imposition de 35 à 21, je crois. J'ai le résultat net des boîtes du S&P 500 qui fait x2, 2017-2023. Et c'est majoritairement sur l'univers des petites et moyennes capitalisations. Donc c'est un biais aujourd'hui très important à adopter au sein des gestions, d'utiliser ce taux de participation plus important et une profondeur de marché américain de façon plus importante. Et les valos, pour le coup, sont aussi beaucoup plus attractifs. Et en plus, vous avez le biais des régulations, notamment sur le pétrole et gaz de schiste, des régulations sur la partie bancaire, qui font partie clairement de l'univers des petites et moyennes capitalisations et qui sont en contre-performance suite, on va dire, tout le fiasco qu'il y a eu sur les banques régionales l'année dernière. Donc il y a un upside encore potentiel. Après, on s'entend tous, au moment où M. Trump va arriver au pouvoir, on risque d'avoir un petit risque. On reprend un petit peu ce qui s'était passé en 2016. Enfin, vous voyez, le mouvement est sensiblement le même. Vous aviez un renforcement du dollar très important sur la fin d'année 2016. 2017, on commence, c'est les valeurs européennes qui reprennent sur le premier trimestre. Et là, on a la petite guerre. Et ensuite, le S&P reprend massivement. Et ensuite, on a
le début, on va dire, de ce spectre un petit peu inflationniste, la baisse des taux d'imposition, qui engendre la remontée des taux directeurs sur l'année 2018 et qui emmène le crack fin 2018. J'espère qu'on n'aura pas le même cahier, mais voilà, il y a plein de choses qui sont assez similaires. Mais vous dites la première réallocation qu'il faut considérer, c'est déjà une réallocation au sein du marché américain. Clairement. C'est pas moins alloué aux US pour allouer ailleurs, mais c'est déjà réalloué au sein du marché américain. Pour compléter, clairement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Nous maintenons en première pondération la partie américaine au sein de nos allocations. C'est on clair. ne renforce pas. Par contre, on diversifie au sein de la poche américaine notre positionnement sur les valeurs. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été dit par Sophie, l'économie américaine. Florence, pardon. Oui. Et voilà, un FP magnifique cet après-midi, un PIB très bon il y a quelques semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous devrions bouger l'allocation D'accord avec le consensus qui se dessine là sur l'idée de réallouer au sein du marché américain, Florence. C'est ce qu'on a fait. On a fait effectivement de l'équipondéré pour jouer effectivement un rallye qui s'élargit un peu. Et après, il y a les couvertures. On a quand même mis en place des couvertures sur le portefeuille, justement un peu long, horizon juin, on va dire, parce qu'effectivement, nous aussi, là, le marché a quand même beaucoup monté. En s'attendant, là, on a anticipé quoi ? Les baisses d'impôts, on a tout anticipé du meilleur de Trump. Voilà, le meilleur de Trump. Alors Trump, il n'est pas toujours, c'est pas toujours le meilleur. Et donc, je pense qu'il y aura quand même un peu d'effet volatilité qui va se mettre en place. Donc, on a fait des couvertures, on a fait de l'équipe pondérée, et nous, on a quand même un rythme de déploiement. Et donc, l'idée, c'est probablement de décaler un peu le déploiement, d'être un peu attentiste sur les flux qu'on a à placer, pour essayer d'avoir des meilleurs points d'entrée. Le chiffre que j'ai vu là sur le mois depuis l'élection de Donald Trump, 140 milliards de dollars investis sur les fonds actions US, c'est le chiffre PFR global du jour. C'est du jamais vu sur un mois quand toutes les autres zones, tous les autres fonds actions d'autres zones ont décollecté sur la période. Avec une prime de risque qui est à zéro. Même peut-être presque négative, même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la valo n'est pas une entrave pour ces flux. Excusez-moi, Grégoire, juste pour rebondir sur l'équipondération, moi, c'est un truc que je déploie depuis pas mal de temps, on va dire depuis 3-4 mois, j'ai énormément communiqué là-dessus. On voit des flux importants pour aller justement sur cette partie-là de la cote. Ce qui est important, c'est de regarder aussi ce qui s'est passé en 2000, par exemple. Si on considère que les technos et la hyperconcentration des indices étaient fortes en 2000, le S&P entre 2000 et 2004, donc phase de creux, trou d'air 2002, le S&P, moins 17. Sur les 4 ans à partir de 2000. D'accord. S&P équipondéré, c'est quasiment plus 20. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu dégonflement des phénomènes de bulles et derrière d'aller rechercher tout ce qui avait traîné finalement sur la phase de hausse. Et donc là, il y a vraiment un rattrapage. Il y a de la place. À faire. Et pour le short et couverture, en genre de l'équipondération, ça revient finalement à couper les technos. Bien sûr. Ça vient quasiment à shorter. Ça abaisse considérablement parce que les Nvidia et autres, c'est 0,2 en poil. En gros, les GAFA. Alors que c'est 5-6% dans le S&P classique, voilà, c'est ça. 1%. En gros, en équipondération, c'est 1% dans ce que vous achetez. Donc, vous avez quasiment shorté les techs quand vous faites ça. Les limites de Trump, c'est un peu de volatilité ou est-ce que ça peut être plus dur que ça ? Parce que, il est beaucoup mieux préparé qu'en 2016. Il s'est entouré de gens très loyaux, prêts sans doute à défendre sa doctrine, peut-être de manière un peu jusqu'au-boutiste. Comment le marché réagit à ça ? Enfin, je veux bien, mais comment on réindustrialise la Pennsylvanie si on se prive de la main-d'œuvre qui arrive du Mexique ? Comment on a promis de lutter contre l'inflation quand Joe Biden a échoué, quand on va mettre des tarifs et potentiellement de manière agressive sur des partenaires clés à vos frontières, etc. Comment on continue de baisser les impôts quand on a déjà plus de 120 de ratio dette sur PIB et que sans rien faire, la trajectoire nous dit qu'on va à 135 très facilement. Le marché obligataire, il ne peut pas laisser passer ça comme ça, j'imagine. Non, mais même le marché action, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette forme de consensus autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a eu des promesses qui ont été faites, il y a quelques éléments d'agenda que je pense qu'il va vraiment vouloir mettre en place. Parce qu'il l'a promis à ses électeurs, donc je pense qu'il va le faire. Oui. Et en revanche, tout bon économiste ou toute personne rationnelle, comme tu viens de le mentionner, Grégoire, sait que quand on augmente les tarifs, on fait monter l'inflation. Quand on conduit à la frontière les immigrés qui font toute la cueillette en Floride pour l'agriculture, tout ça, ça fait monter les prix. Donc à un moment,
il va mettre en place son agenda et à horizon quelques mois, on va quand même avoir des impacts un peu délétères, et notamment, moi je pense, du côté de l'inflation. Et on commentait tout à l'heure le rapport emploi. Donc effectivement, création d'emplois dynamique, taux de chômage qui monte légèrement, mais on est toujours au plein d'emploi. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que sur la partie dynamique salariale, on est à plus 4%. Ça fait 3 mois ça bouge plus. Voilà. Et, ça ne désinflate plus. Quoi. Voilà. Et donc, cibler 2% pour la Fed quand la dynamique des salaires est à 4, c'est pas complètement évident. Ouais. Donc, sur la partie taux, moi, je ne suis pas persuadée que la Fed va pouvoir baisser autant que ce que le marché l'anticipe. Et là, il y aura peut-être un catalyseur pour un peu de volatilité de marché également. Et Trump, il redevient gentiment raisonnable ? Ou est-ce qu'au contraire, la réaction face à ces contraintes et ces limites que lui mettrait le marché ou la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'il n'y a pas une voie plus jusqu'au boutiste, quoi. Enfin, c'est de la spéculation, j'en sais rien. Personne ne sait comment Trump réagira, mais on a vu dans son programme l'idée qu'il faudra politiser la Fed, l'idée qu'on va essayer de tout monétiser, la capacité de défense que les Américains peuvent offrir au monde. Ça, c'est une monnaie d'échange énorme pour Taïwan, pour le Japon, pour la France, pour l'Allemagne, etc. Scott Bessent, j'ai vu, a imaginé qu'on puisse émettre des obligations défense américaines. Je vais vous sortir une obligation à 20, 30 ans, obligation spéciale pour vous, Taïwanais, Français, Allemands, Japonais, et puis si vous n'achetez pas, vous n'aurez pas la défense américaine qui va avec, quoi. Non, mais c'est sûr que c'est les États-Unis, c'est la monnaie de réserve mondiale, ils ont des leviers de pression qui sont énormes. La logique de chantage, là, les premières annonces sur le Mexique et le Canada, c'est pas du tout des aspects commerciaux qui sont mis en avant, c'est la lutte contre la drogue et contre l'immigration. Donc on voit bien comment le levier commercial va être utilisé comme un chantage sur tout un nombre de sujets et de domaines très variés, j'imagine. C'est là qu'on doit être intelligent. Alors, comment être intelligent face à Trump ? Si, allons-y. Donc Lagarde nous a dit, il faut négocier. Négocier, mais il faut discuter, il faut être plus ouvert avec nos amis chinois. Donc il y a des peut-être il y a un jeu à faire de ce côté-là. Pour revenir sur Trump, ce qui est très... Moi, je trouve qu'il y a énormément de contradictions. La réponse de la Chine, ça serait notamment la limitation des exportations de matières... métaux critiques. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on produit ? C'est les Canadiens. Donc, si vous imposez derrière des mesures commerciales contre les Canadiens vous n'envoient plus rien. Donc, enfin là, c'est pour les producteurs de schiste américains. Là, ils viennent de gagner 25%. C'est-à-dire que c'est le premier importateur. Enfin, les États-Unis importent beaucoup de pétrole canadien parce que c'est du pétrole qui se raffine aux États-Unis. Tout à fait. Donc là, en mettant 25%, il dit aux producteurs américains, voilà, je vous fais gagner déjà là 25% directement face à la concurrence. C'est un peu plus lourd. La différence entre le WTI et le Brent d'ailleurs, c'est un peu un taux qui est relativement. Les États-Unis ont besoin du pétrole bitumineux canadien. Parce que effectivement, leur système de raffinage est fait sur un pétrole qui est un pétrole, on va dire, épais. Donc c'est compliqué, effectivement, si vous n'avez pas cette arrivée-là. Donc ça va être un jeu de négociation parce qu'il y a des facteurs qui peuvent être pesants en termes d'inflation pour les États-Unis. Il y a toujours un rebond d'inflation. Quand il y a un pic d'inflation, il y a toujours un rebond d'inflation. Donc ça, c'est même pas un problème. On va l'avoir. Problème aussi sur la qualification et sur l'emploi, c'est que quand tout le monde est riche, c'est compliqué de motiver les gens. Parce que comprenez un salarié d'NVIDIA. Aujourd'hui, je pense que le Kidam, il est quasiment millionnaire aujourd'hui. Non, mais c'est un vrai problème sur les postes qualifiés. C'est-à-dire que entre ceux qui ont fait un peu de Bitcoin, ceux qui ont eu des stock options et ça va être compliqué. Une pénurie de certaines expertises qui ont été richement payées pour. Oui, il y a un effet richesse et on voit, c'était un peu le discours dans des couples. Il y a même des couples, on peut se priver d'un salaire parce qu'on a tellement gagné sur les stocks et sur la chaîne. Attention, parce que vous privez à la fois de main-d'œuvre bon marché en fermant les frontières, mais vous allez avoir aussi une pression sur les postes qualifiés parce qu'il y a un effet richesse qui est très fort. Bon, attention quand même. Bon. Comment on joue l'Europe dans ce contexte ? J'ai compris, personne sort du marché américain, il y a plein de choses à faire encore sur le marché américain. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour les investisseurs en Europe ? Et si oui, quelles sont-elles ? Comment est-ce qu'on aborde le marché européen pour ceux qui ont envie d'être investis quand même en Europe, Arnaud ? Et il y en a forcément. Alors, sans être trop négatif, c'est un peu l'ambiance aujourd'hui des marchés, même si on a un rebond de fin d'année. On reprend quand même les éléments. C'est possiblement la fin d'une orthodoxie budgétaire de l'Allemagne l'année prochaine,
une banque centrale qui pourrait être beaucoup plus, on va dire, accommodante qu'anticipée. Et on pourrait avoir une surprise la semaine prochaine également. Et ce serait le bon timing pour la Banque centrale européenne. Les marchés anticipent déjà une BCE plus accommodante que ce qu'elle dit elle-même aujourd'hui. En relatif par rapport à ce qui a été revu en termes de copie par rapport à la Banque centrale américaine, puisqu'on n'attend plus que de taux, de baisse de taux. On voit aussi, dans les points, on a un PIB qui se tient pas trop mal aussi. On a des exportations qui ont été bien, avec moins d'importations. On a des salaires réels qui sont là. On a un taux d'épargne très important au sein. Donc un peu de confiance avec de la relance, on va dire allemande, du maintien, une politique plus accommodante, une oxygène un peu plus importante donnée par la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, vous avez des valorisations qui sont quand même très attractives en zone euro. On est légèrement en dessous de la moyenne à 10 ans. Et quand on regarde l'Italie, l'Espagne, la France, c'est des valorisations qui sont massivement en dessous. On est pratiquement à 1,2 écart type en termes de sous-valorisation par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Et la meilleure manière d'en profiter, c'est quoi? On achète un indice global, il y a des choix spécifiques à faire qui peuvent être plus intéressants que d'autres? Nous, en termes de positionnement, on attaque un petit peu sur les valeurs en début de cycle. Donc, on est présent, on commence à être un peu plus agressif sur cette partie-là en anticipant sur ce scénario de marché que j'ai décrit. Donc, on va sur les valeurs de début de cycle, matériaux de base. On va aussi sur la partie utilities en se disant, on peut avoir un secteur qui a mal marché cette année, une valeur taux, et on va aussi sur la partie un peu en étant contrariant, sur la conso discrétionnaire, notamment sur la partie spiritueux, et on retourne un petit peu sur le luxe aussi pour jouer un petit peu le call-chin, pour jouer aussi peut-être la reprise de la consommation européenne à travers des sociétés que nous avons en portefeuille comme Delonghi et SEB. Et on reprend un petit peu aussi, Rémy Cointreau, qui est quand même une valorisation. On l'a payé à 30 fois. Tu as perdu quoi, 40% cette année, Rémy? On la regarde tous à 18 fois, maintenant elle est à 16, 17% de BPE. Ok. Ça se crée une value maintenant là. Il y a le restockage qui reprend un petit peu aux États-Unis. Donc, si on doit avoir un petit biais contrariant sur la conso discrétionnaire en jouant le call européen et une reprise, on va dire, de l'économie européenne. Donc, ça, c'est un peu le scénario qu'on essaie de mettre en place. Donc, voilà, je vous ai tout dit en termes d'allocation sectorielle. C'est quoi les positions que vous voulez défendre en Europe aujourd'hui, Florence? Moi, je vais faire un petit pas de côté parce que nous, on a quand même un certain nombre de classes d'actifs qu'on peut investir. Et notamment sur l'Europe, je pense qu'un de nos grands axes pour l'année prochaine, tel qu'on l'a défini, c'est plutôt la partie actifs réels. Donc effectivement, bien sûr, il y a des actions cotées, mais en termes de flux, dans ce qu'on a prévu, c'est quand même plutôt du private equity. Et pourquoi on privilégie ces actifs non cotés en Europe spécifiquement, peut-être au détriment des marchés de capitaux liquides? Parce qu'on considère qu'on a vu quand même un reflux des conditions de financement. Donc on revoit des dossiers qui se font et une activité qui s'accélère, avec quand même une capacité des gérants à rendre l'argent, puisque c'est ça. Bien sûr, c'est ça c'était la pression que les partenaires leur mettaient, oui. Voilà, qui est quand même important in fine. Et comme par ailleurs, chez Crédit Agricole Assurance, ça fait des années qu'on déploie ce type de stratégie, on n'a pas de problématique de courbe en J. Donc tous les ans, on déploie régulièrement sur les actifs réels, et l'année prochaine, on va accélérer un peu, parce que c'est vrai que nous, historiquement, ce qu'on voit dans nos portefeuilles, sans volatilité dans nos valorisations, c'est quand même un des grands avantages sur cette classe d'actifs, alors qu'on parlait potentiellement sur les marchés cotés, sur les 6 premiers mois, peut-être de petits à-coups, on est sur du 10% de rendement. Bien sûr. Donc voilà, pour nous, ça reste une classe d'actifs extrêmement attractive. Et par ailleurs, on est Crédit Agricole Assurance, donc on a un projet sociétal, c'est important pour nous. Et c'est vrai que si on réfléchit en termes d'impact et de financement de l'économie française, sur la partie un peu mid-cap, le tissu économique français. Sur les territoires, il y a beaucoup de choses à faire. Actifs réels, ça implique immobilier aussi? Alors, dans les actifs réels, on a effectivement de l'immobilier, mais ce n'est pas le segment qu'on va privilégier. D'accord. On est vraiment plutôt sur la partie private equity. Sur l'immobilier, on a des positions, on a quand même des anticipations. On voit le marché immobilier, on va dire, se stabiliser. Peut-être encore quelques baisses de prix. Mais c'est pas là où vous voyez les perspectives les plus intéressantes. C'est pas là où on voit les perspectives les plus intéressantes pour l'année prochaine. Sur la partie taux en Europe, comment vous voyez évoluer les choses, à commencer par peut-être la position de la Banque centrale européenne? Je pense que la position de la Banque centrale européenne, on l'a quand même un peu évoqué. L'économie européenne, elle est certes, elle est en croissance, mais croissance quand même extrêmement modeste.
Merci aux périphériques. Voilà, merci. Sans les périphériques, oui, il n'en reste pas beaucoup. Grâce aux périphériques. Je pense que ce qu'on voit en France, ça ne va pas nous aider. Non. Parce qu'il y a quand même si on reconduit avec l'aide spéciale le budget à l'identique, on est quand même dans un environnement qui est extrêmement incertain. On travaille tous des entreprises, on est tous en train de finaliser nos plans budgétaires. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hausse d'impôts sur les grandes entreprises du CAC, les grands contributeurs, qu'on va revoir les budgets fin d'année. Donc cette instabilité, elle est là, elle est quand même un peu néfaste pour la consommation, pour l'investissement. Donc moi je pense qu'en France, on va un peu, ça va peser quand même sur l'activité. Ça va peut-être un peu tirer. Il faut avoir de la duration ou pas alors du coup alors, dans ce oui, alors contexte. pardon. Mais ça m'intéresse beaucoup. Tout ça peut dire qu'effectivement, la banque, je pense que la BCE va effectivement devoir couper les taux pour passer en dessous du taux neutre, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. C'est la bataille qui se joue en ce moment au cœur de la BCE. Qui se joue. Aux États-Unis, je pense qu'on peut aller au taux neutre, peut-être un tout petit peu en dessous, mais on n'a pas vraiment besoin de faire plus. Et il y a quand même des tensions, on a dit, potentielles sur les prix. En Europe, il faut quand même qu'on aille en dessous. Donc on ira d'une manière ou d'une autre. Soit on prend la décision d'y aller, soit on sera forcé d'y aller. C'est ça. Soit il va falloir qu'on se fasse un peu, on sera bouger. forcé. Donc sur la partie courte, je pense que les taux vont quand même baisser. Sur la partie longue, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même toute la partie dynamique en sympathie avec les États-Unis. Et puis il y a ce qui se passe en France. Si on lève le frein en Allemagne sur la dette, il y a quand même plus de papier. Donc c'est pas complètement évident que sur la partie longue, on ait des taux qui baissent. Frédéric, vos commentaires. Et puis il y a une classe d'actifs, alors je ne sais pas, qui a traversé 2024 de manière spectaculaire, c'est le crédit. Je crois que même en Europe, on m'a dit qu'un indice à yield sortait plus de performance qu'un indice action à la fin de 2024. Bah oui, mais quand même. Les spreads sont serrés. Mais alors, permettez, je vais rebondir sur le private equity. Moi, j'ai honnêtement une position un petit peu différente parce que j'aime pas opposer les classes d'actifs, mais le mid et small cap aujourd'hui se paye en décote par rapport au private equity et transactions de private equity. Ça fait des années. Oui, non, ça fait des années qu'on a plus de primes de liquidité. Ouais, alors là on est parti sur des excès. Ah bah oui. Et ça vous a pas échappé qu'il y a eu énormément de sorties de cotes ces derniers temps. Et donc, avec un raisonnement, on peut avoir un raisonnement de private equity sur du côté. Et je pense que finalement, le juste milieu, c'est d'avoir cette classe d'actifs qui est décotée, historiquement décotée, avoir une stratégie quasiment de buy and hold pour éventuellement jouer une sortie de cote. Donc ça, c'est un premier point de vue. Je veux pas opposer, mais je pense... Non, mais appliquer les stratégies du private equity à des sociétés cotées avec l'idée d'un tunnel, quoi. Exactement, ça finira par sortir, parce que beaucoup de chefs d'entreprise, et on a beaucoup de... Il faut accepter la volatilité du marché. Voilà, c'est juste, ça nous protège le private equity en disant, de toute façon... ça, c'est du Warren Buffett, quoi. C'est ce que fait Warren Buffett sur les marchés cotés. Ça, c'est une chose. Après, sur les allocations et ce qu'on peut faire... Évidemment, les États-Unis, on garde ce billet très américain. Sur l'Europe, moi je pense qu'on a fait un point bas sur la France. Je vous le dis, c'est très contrariant, mais je pense qu'on a pricé le pire. Je suis assez convaincu du rebond du luxe. Juste des chiffres sur LVMH, dernière publication, on est à -3 sur la publication d'LVMH, on récupère 6 points ou 7 points rien que sur l'effet de vie. Voilà. À toute chose égale par ailleurs. Donc il y a un effet, effectivement, où même quand on regarde les multiples, on est relativement bas sur ces acteurs. L'Oréal avait sorti 6% de croissance. C'est pas horrible, honnêtement. Là aussi, c'est des boîtes qui ont 20-25% aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'est la principale. C'est aussi des boîtes US. Non, bien sûr. Boîtes US. L'Oréal vend 70% de la production locale aux États-Unis. Donc il n'y a même pas histoire de change, d'effet de droit de douane ou quoi que ce soit. Oui, d'effet de droit de douane. Et en plus, le change est bon pour eux. Exactement. Donc je pense sincèrement que on va peut-être revenir sur cette... Alors, c'est ce qu'on voit actuellement, mais je pense que ça effectivement... faut oublier le code postal de ces sociétés, quoi. Voilà. En fait. Et oui, effectivement. Et il y a de l'immobilier coté. On va oublier le commercial. Moi, je suis acheteur d'une boîte qui s'appelle Vonovia en Allemagne, qui est du résidentiel allemand. C'est du logement, ça. C'est du logement, des cotes d'actifs qui est quasiment ça vaut 45 en ANR, en équivalent d'ANR, c'est coté 30. Là aussi, il y a une décote qui est massive. Donc, honnêtement, du résidentiel coté, aujourd'hui, je trouve que... On est confortable, quoi. Dans une baisse des taux, je trouve que si vous achetez mon bien immobilier ou acheter une action cotée, vous l'achetez avec une décote phénoménale. Donc,
Voilà, je pense que c'est... Et de la liquidité. Et de la liquidité. Là, on partage. Voilà. Ouais, d'accord, Sur l'immobilier, d'accord. sur la Voilà, foncière, donc tout à fait, on partage, ouais. après, on va éviter le bureau et le commercial. Il y a des questions et tout ça, même si le commercial est des reprises. Ouais, le retail a peut-être mangé son pain noir aussi. Hein, j'en sais Sur rien. le bureau, on va être un peu plus. Alors, bureau, d'accord. Même si c'est c'est du retour plus au bureau et on spécifique. arrête. Ouais. Je sais Voilà. pas, il n'y a qu'à voir les lundis et vendredis à Paris, c'est désert encore. Hein, donc... Non, mais bon, c'est une classe d'actifs qui a été totalement délaissée par le marché, qui offre des rendements relativement importants avec une forte décote. Donc, c'est peut-être pas inintéressant de le regarder. Arnaud, je sais pas, un mot du crédit, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais ça reste une classe d'actifs pour... Le portage. Ouais, c'est ça. Voilà, On est... ce qui était dit précédemment, aujourd'hui, les spreads sont tellement serrés, pardon. Oui, Ouais, oui. Voilà, on achète le portage, on va sur l'IG qui est... clairement, chez Premier Part, on met en avant aujourd'hui de souscrire et sur la partie... Ça reste intéressant. Parce qu'on a un portage aux alentours de 3%. Donc on est au-dessus un peu du rendement de la Banque centrale. Ouais. Voilà, le high yield d'aujourd'hui, il faut être... c'est un peu plus sport. Et clairement, on a 200 points de base aujourd'hui en différentiel face à l'IG. On a un rendement qui est à 4,80. Voilà, je préfère clairement aller acheter l'IG, portage, et mettre un peu plus de duration sur cette partie-là pour aller chercher un rendement supplémentaire. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Arnaud Morel, Premier Part Asset Management, Frédéric Rosier, Mirabeau et Florence Barjou, Crédit Agricole Assurance.